La comté était divisée en 4 quartiers, auxquels nous avons déjà fait allusion. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ceux-ci comprenaient à leur tour un certain nombre de régions qui portaient encore le nom de quelques-unes des familles marquantes, bien qu'à l'époque de cette histoire, ces noms ne se trouvassent plus seulement dans leur propre région. Presque tous les Touks vivaient encore en pays de Touks, mais il n'était pas de même de maintes autres familles, telles que les Sakais ou les Beaufins. À l'ouest, annexé à la comté, à l'extérieur des quartiers se trouvaient les marches de l'est et de l'ouest, le pays de Bouc et la Manche de l'ouest, annexée à la comté en 1462. La comté n'avait guère à cette époque de gouvernement. Les familles géraient pour la plus grande part leurs propres affaires. Faire pousser la nourriture et la consommer occupait la majeure partie de leur temps. Pour le reste, ils étaient à l'ordinaire généreux et peu avides. Et comme ils se contentaient de peu, les domaines, les fermes, les ateliers et les petits métiers avaient tendance à demeurer les mêmes durant des générations. Restait naturellement l'ancienne tradition du haut roi de Fornost, ou Nord-Château comme il l'appelait, loin au nord de la comté. Mais il n'y avait plus de roi depuis près de 1000 ans, et même les ruines de Nord-Château-le-Roi étaient couvertes d'herbe. Les hobbits disaient cependant des sauvages et vilaines choses, comme les trolls, que ceux-ci n'avaient jamais entendu parler du roi, car ils attribuaient au roi de l'ancien temps toutes leurs lois essentielles, et ils les observaient d'ordinaire de bon gré, parce que c'étaient les règles, comme ils disaient, tant anciennes que justes. Il est vrai que la famille des Touks avait été longtemps prééminente, car la fonction de Thym leur était dévolue, des vieilles boucs, quelques siècles auparavant, et le chef Touk avait toujours porté ce titre depuis lors. Le Thym était le maître de l'assemblée de la comté et le capitaine du rassemblement, et de la hobbiterie sous les armes. Mais comme l'assemblée et le rassemblement n'avaient lieu qu'en cas de circonstances critiques qui ne se présentaient plus, la tannerie n'était plus qu'une dignité nominale. En vérité, la famille Touk jouissait toujours d'un respect spécial, car elle demeurait en même temps nombreuse et extrêmement riche, et elle produisait à chaque génération de forts caractères aux mœurs originales et même de tempéraments aventureux. Ces dernières qualités étaient toutefois plutôt tolérées chez les riches que généralement approuvées. La coutume demeurait néanmoins de donner au chef de la famille l'appellation de « le Touk ». Cette coutume existe toujours en Écosse pour le chef du clan, et d'y ajouter un numéro, s'il y avait lieu. Ainsi, Isengrin II, par exemple. Le seul personnage officiel de la comté était à cette date le maire de Grand Cave, ou de la comté, qui était élu tous les 7 ans à la foire libre, tenue sur les Blancs Hauts, au Lythe, c'est-à-dire au solstice d'été. Comme maire, il n'avait guère de fonction que de présider les banquets, donner les jours de fête de la comté, qui se présentaient à intervalles fréquents. Mais aux fonctions de maire étaient attachées celles de maître des postes et de premier shérif, de sorte qu'il dirigeait en même temps le service des messagers et le guet. C'étaient les seuls services de la comté, et les messagers étaient les plus nombreux et de beaucoup les plus actifs des deux. Les hobbits étaient loin d'être tous lettrés, mais ceux qui l'étaient ne cessaient d'écrire à tous ceux de leurs amis et à un choix de relations qui habitaient à plus d'un après-midi de marche. Shérif était le nom que les hobbits donnaient à leur police, ou à ceux qui approchaient le plus chez eux des policiers. Ceux-ci ne portaient évidemment pas d'uniforme, pareille chose étant totalement inconnue, mais une simple plume au chapeau. Et c'était en fait davantage des gardes champêtres que des policiers, qui avaient plus à s'occuper des égarements des animaux que des gens. Il n'était que 12 dans la comté, 3 par quartier pour le travail de l'intérieur. Un corps plutôt plus nombreux, variable selon les besoins, était affecté à battre les limites du pays, pour s'assurer qu'aucun intrus, grand ou petit, ne causait de nuisance. À l'époque où commence ce récit, le nombre de frontaliers, comme on les appelait, s'était grandement accru. On parlait beaucoup pour s'en plaindre, des personnes et des créatures étranges qui rôdaient le long des frontières où les passaient. Premier signe que tout n'était pas tout à fait dans l'ordre, comme cela l'avait toujours été, sinon dans les contes et les légendes du temps jadis. Peu de gens en tinrent compte, et même Bilbon n'avait encore aucune idée de ce que cela présageait. 60 années s'étaient écoulées depuis qu'il était parti pour sa mémorable expédition, et il était vieux même pour les hobbits, qui atteignaient souvent la centaine, mais il lui restait manifestement une bonne partie des richesses considérables qu'il avait rapportées. Combien, il ne le révélait à personne, pas même à Frodon, son neveu préféré.
et il gardait toujours le secret sur l'anneau qu'il avait trouvé.